Et alors, je le vois, il était contre le mur. Il me dit, Madame Giraudy, on va tuer ma femme. Je lui dis, comment? Mais je l'ai vu à 2 heures. Et de suite, la police est venue, m'a dit, Madame, est-ce que vous avez vu? Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Thierry Paulin, cet homme aurait, selon la police, tué au minimum 18 vieilles dames et peut-être beaucoup plus. On est allé jusqu'à lui attribuer 27 meurtres en se disant qu'on ne savait pas tout. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames et pendant 3 ans, il a alimenté une véritable psychose. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi ce jeune métis, flambeur et séduisant la nuit, se transformait le jour en prédateur implacable et cruel. Quand il allait tuer une vieille dame pour la dépouiller de ses économies, il disait à ses amis qui ne soupçonnaient rien « Je vais au travail » ou bien « Je vais à la banque ». Imaginez, vous rentrez dans l'appartement, vous voyez simplement 2 pieds qui dépassent un matelas. L'identité criminelle profonde de Paulin, c'est qu'il tue avant tout pour de l'argent. Faire des horreurs pareilles. Puis c'est des lâches, aller chercher des personnes âgées qui ne peuvent pas se défendre. Ben écoutez, c'est pas très rassurant. C'était des chasseurs, il y a une psychose générale. Enfin, je veux dire, on ne pense que ça. La peine de mort! La peine de mort! Il peut très bien le matin, à l'aube, tuer des victimes, et puis le soir, devenir ce noctambule. Il a tué 21 personnes, enfin, c'était quasiment inimaginable, hein. Ça reste dans les mémoires. On a très rapidement parlé du tueur du siècle. À mon avis, les victimes, elles tournent autour d'une trentaine. Automne 1984. Ça fait 3 mois que l'inspecteur divisionnaire Bernard Laitier travaille à la crime, la brigade criminelle. Aujourd'hui, il est de permanence. On est le 5 octobre. Et voilà que par un appel radio, débute l'une des plus longues traques de l'histoire criminelle française. Ce 5 octobre, moi c'est un vendredi, j'ai une mère âgée, je mange chez ma mère. Et je m'apprête à regagner mon domicile en proche banlieue. Je suis au volant du véhicule administratif, je suis sur le pont d'Austerlitz. Lorsque j'ai un appel radio me signalant la découverte d'une personne âgée, poignets et chevilles liés, à l'intérieur de son appartement, 10 rue Saulnier à Paris 9e. Immédiatement, Bernard Laitier fait demi-tour et se dirige vers les lieux du crime. C'est là, à quelques pas des Folies Bergères, qu'on a retrouvé le corps sans vie d'Anna Pontus, veuve Barbier. Un petit bout de bonne femme d'1,53 m pour 50 kilos. Elle vivait seule. Elle était âgée de 83 ans. Son modeste 2 pièces est très vite envahi par les hommes de la crime. C'est le rouleau compresseur de la crime. Vous savez, les choses sont bien établies, le procédurier arrive, fige la situation, en attendant l'arrivée des services de l'identité judiciaire, qui ont également été prévenus par notre état-major. Ils vont être chargés de faire le plan des lieux, photographier et rechercher des traces papillaires. Des traces papillaires, autrement dit, des empreintes digitales. Chez Madame Pontus, on les a trouvées sur un miroir. Vérification immédiate, elles sont inconnues des services de l'identité judiciaire. Quant aux causes du décès, Anna Pontus Barbier a été étranglée. Cette femme, elle a été vue pour la dernière fois par la gardienne de l'immeuble alors qu'elle allait faire ses courses aux alentours de midi. Alors, première chose, cette dame est en tenue de ville. Chaussée, chaussures de ville. Manifestement, elle rentrait chez elle. Au pied de sa porte, à l'intérieur de l'entrée, son sac à provisions, avec ses provisions. Tout de suite, première pensée, aucune effraction sur la porte. Manifestement, elle avait été agressée alors qu'elle regagnait son domicile.
ne peut pas dire qu'elle allait le quitter, puisque son sac à provisions était rempli de ses provisions. Elle avait donc regagné son domicile. Seconde constatation, cette femme, on ne sait pas si elle s'est débattue, mais toujours est-il qu'elle a subi des coups. On trouve une de ses boucles d'oreilles au milieu de l'entrée, elle a une boucle d'oreille qui lui était arrachée, elle a un œil au beurre noir. Elle n'est pas faite toute seule, hein. Manifestement, elle a subi des violences. Elle a les poignets et les pieds liés. Par quoi? Par son foulard. Quant à l'état de l'appartement, c'est un bazar indescriptible. Toutes les armoires, tous les meubles avaient été vidés. Dans sa chambre à coucher, on ne voyait pas le sol. Quatre jours après la découverte du corps de Madame Pontus, les pompiers sont appelés pour un incendie dans le 18e arrondissement, rue Nicolet. Dans l'appartement à moitié calciné, ils découvrent le corps de Suzanne Foucault, 89 ans, pieds et poings liés, avec un cordon à rideau. Elle a été étranglée et on lui a recouvert la tête avec un sac plastique. Elle habitait le quartier depuis 15 ans. Ensuite, du 5 au 9 novembre, dans un rayon de 1500 mètres autour du Sacré-Cœur, 4 autres vieilles dames sont découvertes assassinées. Johanna Secaresco, 71 ans, boulevard de Clichy. Maria Miko, 75 ans, rue des Trois Frères. Alice Benaïm, 84 ans, rue Marc Seguin. Toutes étranglées chez elles, toutes dans le 18e. Toutes ont subi des violences terribles. Brûlures de cigarettes, fractures du nez, de la mâchoire, côte cassée. Quant à Marie Choix, la 6e victime, retrouvée étranglée dans le quartier de la Goutte d'Or, au 7 de la rue Pajol, l'inspecteur divisionnaire Bernard Laitier n'est pas prêt d'oublier le jour où il a découvert le corps. Imaginez, vous rentrez dans l'appartement, vous voyez simplement 2 pieds qui dépassent un matelas. Vous soulevez le matelas. Qu'est-ce qu'on voit? Une personne à qui on a fracassé une bouteille de vin sur la tête. Sur le sommier, répandu à la fois une odeur de vinasse et de sang séché, de sang qui s'était penché du crâne, qui était fracassé par la bouteille. C'était pour lui faire avouer qu'elle cachait ses économies dans la ceinture de son corset. Elle avait des pochettes agrafées à son corset qui avaient disparu. Voilà, on lui avait fait avouer où étaient ses économies. Le butin est souvent bien maigre. 200, 500, 3000 francs, rarement plus. Les policiers sont arrivés à un premier constat. Ils sont 2, c'est certain, 2 complices. Et seul l'argent liquide les intéresse. Et leurs victimes ont toutes le même profil. Des femmes, âgées, vivant seules, repérées généralement en fin de matinée lorsqu'elles rentrent de la poste, de la banque ou de faire des courses. Les 2 agresseurs les suivent, discrètement, jusqu'à chez elles, s'introduisent dans l'immeuble, les talonnent jusqu'à leur appartement. Puis au moment où elles ouvrent la porte, ils les poussent à l'intérieur, leur posent sans doute la main sur la bouche pour les empêcher de hurler. Pas d'effraction, pas de témoins. Dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Début novembre 84, on compte 6 meurtres de vieilles dames en un mois dans le 18e arrondissement, plus 3 tentatives qui ont échoué. Les médias s'emparent de l'affaire. Est-ce que vous avez peur? Non. Peur de quoi? Ben écoutez, c'est pas très rassurant. J'ai 82 ans, j'ai pas peur. Parce que j'aime mieux vous dire que si jamais ils viennent à la maison, ben oui, t'as reçu. Premièrement, parce que j'ai un chien. Et deuxièmement, je suis pas manchotte. C'est ça qu'on peut pas faire. C'est taper, on n'a plus la force.
quand on commence à vieillir. C'est ça. Mais ça ne fait rien, faut pas avoir peur quand même. On les aura, hein. Votre maman, Ricardo, et vous, votre belle-mère, est la 4e victime du tueur de vieilles dames. Elle vivait seule? Oui, elle vivait seule, oui. Elle était seule. Quelles étaient ses habitudes? Comme retraitée, ses habitudes, c'est... Elle faisait son tour et elle faisait ses achats tous les jours. Donc, justement, c'est peut-être ça qu'en revenant du marché, elle a été poussée dedans, elle a été suivie, poussée dedans, et voilà ce qui est arrivé. Dans ces vieux bâtiments, les WC sont dans chaque étage. Oui, sur le palier. Sur le palier. Et avant de mettre sa clé dans la porte, ouvrir sa porte, la personne est sortie des WC, des escaliers, et l'a engouffrée dans sa maison, et là a commencé certainement le carnage. Est-ce que vous savez quel type de sévices est-ce qu'elle a subi? Oui. D'après ce que nous a dit la police, elle était bâillonnée et... Un doigt coupé. On nous a demandé si elle avait une bague, non. Un doigt coupé, les côtes fracturées, fracture du crâne, et puis étouffée avec des sacs plastiques dans la bouche. Après ce que nous a dit la police, je vous signais à la morgue et je voulais la voir avant qu'elle soit enterrée et ils me l'ont déconseillé. Parce qu'elle n'était pas reconnaissable. Elle n'était pas reconnaissable. Elle n'était pas reconnaissable. Elle était riche, votre maman? Non, non, pas du tout. Elle n'avait pas d'argent, vous savez. Sa retraite, elle touchait sa retraite, c'est tout. Vous savez à peu près combien il lui a pris ce jour-là? À mon avis, ce qu'elle avait simplement dans les porte-monnaies. C'est-à-dire quelques dizaines de francs. Voilà. Les policiers de la crime s'accrochent à leur seul indice, ces fameuses traces papillaires, ces empreintes digitales qu'on a relevées chez Madame Pontus, mais aussi, désormais, sur 3 autres scènes de crime. Elles prouvent la présence de 2 agresseurs et sur 2 affaires, les traces concordent absolument. Le tueur des vieilles dames, l'assassin du 18e, le tueur des marchés, entre Montmartre et la Goutte d'Or, les crimes suscitent maintenant une véritable psychose. La mairie met en place un service gratuit d'accompagnement et d'assistance aux personnes âgées, par exemple pour les escorter jusqu'à la banque. La municipalité de Paris organise une réunion d'information à la mairie du 18e. Plus de 2000 personnes âgées viennent écouter la lecture d'un message personnel de Jacques Chirac, le maire de Paris. Les mots se veulent rassurants, mais les protestations et les réclamations traduisent l'affolement du public. La question de l'insécurité fait irruption dans le débat public et le débat politique. Il y avait une fréquence d'assassinats qui était assez impressionnante. Et le contexte a été très vite médiatisé, puisqu'on a très rapidement parlé du tueur du siècle. C'est des expressions qui impressionnent des gens sensibles, notamment des personnes âgées. Donc une campagne de presse forte et qui a très vite été relayée par certains élus, et pas des moindres, puisque à un certain moment, Charles Pasqua est monté au créneau avec une phrase qui est restée célèbre dans le dossier. Face à de tels monstres, je pense que par moment, on peut regretter l'abolition de la peine de mort. Je crois personnellement en l'exemplarité de la peine capitale. Et je crois que c'est une peine qui, ayant été supprimée, a permis une sorte d'effondrement de l'ensemble du système pénal. La polémique enfle quand un nouveau meurtre, celui de Jeanne Laurent, 82 ans, est découvert le 12 novembre, toujours dans le 18e. Il y a un problème de sécurité qui n'est pas propre au 18e arrondissement, qui existe dans beaucoup d'autres quartiers et dans toutes les grandes villes. Nous nous battons depuis très longtemps pour obtenir des effectifs supplémentaires. Vous êtes des numéros, des héros. Vous pouvez revenir, vous pouvez relire. Tiens, comme ça. Vous, tiens. Vous êtes des zéros, des zéros.
avec votre ami Badinter. Devant une telle indignation, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, a préféré ce matin, rue Armand Gauthier, ne faire aucune déclaration. Mais le 18e, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 17 meurtres crapuleux depuis le mois de juillet, sans compter les vieilles dames. C'est 10 morts par overdose de drogue depuis le mois de juillet. Voilà la réalité du 18e. Donc tant que le préfet de police et le ministre de l'Intérieur ne prendront pas leurs responsabilités en maintenant les effectifs, et bien voilà ce qui se passera comme aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes à le 8e assassinat. Et les vieilles dames sont les proies des voyous. À 800 mètres de là, quelques heures plus tard, on découvre le corps de Paul Victor, 77 ans. Sa mort remonte à près d'une semaine. On en est à 9 meurtres de vieilles dames depuis début octobre. La tension monte d'un cran. La peine de mort! La peine de mort! La peine de mort! La peine de mort! En 84, la gauche était au gouvernement et la droite régnait à la mairie de Paris. Daniel Vaillant était à l'époque conseiller municipal socialiste du 18e. Il était au cœur de la polémique. Vous vous souvenez de cette époque, même aujourd'hui? Je me souviens très bien, une des dernières tuées, c'était dans le quartier des Grandes Carrières. Et effectivement, quand il y avait une manifestation autour de l'habitation de la personne âgée, quand ils l'ont emmenée, si vous voulez, quand les policiers l'ont emmenée, Claude Estier était venu sur place. Et je me souviens de celles et ceux qui criaient, en gros, Estier assassin, Joxe assassin. Je me souviens très bien de cette période, d'abord par la campagne médiatique que ça produisait, et puis par l'exploitation politicienne que ça engendrait. À tel point qu'un élu du 18e avait dit Pierre Joxe, donc ministre de l'Intérieur, et Claude Estier sont les responsables des assassinats. Et puis en 84, on poursuit l'exploitation politicienne de ces événements dramatiques que sont les morts de Paulin, ces vieilles dames assassinées. Mais vous voyez bien qu'il y a une exploitation qui a été faite, très médiatisée, et ça a prouvé la montée du Front National. Et M. Le Pen, en 84, aux européennes, fait un score phénoménal dans le 18e arrondissement. Il y a quand même un contexte, c'est que le gouvernement socialiste a mis un terme à la peine de mort en France. Et on vous le reproche, ça, quand même. Hein. La majorité, mais avec des voix d'opposition. Je vous rappelle que Jacques Chirac a voté l'abolition de la peine de mort, à juste titre, d'ailleurs. Qui oserait aujourd'hui dire qu'il faut la rétablir? L'enquête piétine. À part les traces d'empreintes concordantes sur les lieux des 3 crimes, les enquêteurs n'ont pas d'autres indices sérieux. Alors, les policiers décident de frapper fort. Des dizaines d'inspecteurs de la brigade criminelle quadrillent le quartier en civil. C'est quasiment l'état de siège dans le 18e. Le 20 et le 23 novembre, une centaine de policiers et plusieurs compagnies de CRS investissent littéralement Pigalle, Montmartre et la Goutte d'Or. Plus de 100 personnes sont interpellées, en vain. La presse s'échauffe et un matin, sur la base d'un témoignage hasardeux, le journal Le Parisien affiche à sa une un portrait robot. Le titre est sans embâge. C'est le tueur du 18e. De quoi enflammer les esprits alors qu'une vieille dame échappe miraculeusement à une nouvelle agression. Il m'a basculé sur le lit, alors tout le temps il m'a perturbé, il m'a bousculé, tapé de tous les côtés. Il vous a battu? Des bleus. Oh, ben oui. Il m'a même serré à la gorge, j'ai même mis longtemps. Depuis plusieurs jours que j'étais ici, j'avais encore mal à la gorge. Je ne sais même pas comment il m'a pas étranglé. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il vous a attaché? Oui, les pieds et les jambes, avec du fil électrique. Est-ce que, par exemple, ce visage vous dit quelque chose? Non, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai le Parisien. Là. Comment vous le décririez, vous? Ben, il y a un grand... 20-25 ans. Et puis... normal, enfin bien. En publiant de sa propre initiative un portrait robot, la presse pousse la police à la faute. Un jour, place des Abbesses, les policiers interpellent un photographe qui ressemble trait pour trait au portrait du Parisien. Fausse piste. Je suis resté 3 heures en passant par tous les stades de l'angoisse, fouille en règle. Je me suis retrouvé à poil d'en face d'un inspecteur en civil. Vous avez eu peur?
Très peur, parce que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. La façon dont ça s'est passé, c'était plus du tout un contrôle d'identité. Visiblement, j'avais l'impression qu'ils avaient mis la main sur quelqu'un, c'était moi, et je ne savais pas pourquoi. C'est au bout de 3 heures qu'ils ont, en téléphonant à la brigade criminelle, qu'ils ont appris que ce portrait était en fait un portrait bidon. Le faux coupable est relâché. Pas facile pour les enquêteurs de faire le tri parmi les témoignages de plus en plus nombreux qui leur parviennent. 84, il y a un cas. Madame Sey Carisco, 60 boulevard de Clichy. Nous avons 3 jeunes garçons, 8, 9 et 10 ans, qui nous parlent d'individus de type négroïde. 8, 9 et 10 ans. On enregistre. Mais comment tenir compte, prendre au sérieux des déclarations de gamins comme ça? Et encore, ils les ont vus à proximité des lieux. Y a-t-il un lien? Donc, si vous voulez, nous n'avons aucun témoignage fiable. Descente dans le monde interlope de Pigalle et de la Goutte d'Or, rafle dans le milieu, ça ne donne rien. Et voilà que soudain, d'un coup, plus de crime. Les tueurs de vieilles dames du 18e se sont volatilisés. L'inspecteur Claude Perroni se souvient du désarroi des enquêteurs, fin 84. Alors là, on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs possibilités. Soit là où les auteurs sont mis au vert, comme on dit dans le jargon des voyous, ils se sont mis au vert, ils ont eu peur de ces multiples contrôles qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait une activité policière quand même, des gros contrôles dans Paris, etc. Soit ils ont été en prison, soit ils sont hospitalisés, enfin, multiples possibilités. Les tueurs ont disparu et l'enquête n'avance pas. Ce que ne savent pas les hommes de la crime, c'est qu'au fil de ces semaines d'enquête, ils sont passés à 2 pas du tueur et de son complice. On va contrôler 4 hôtels rue Houdon, 2 hôtels à la limite du 17 et du 18e. Et bien, pendant qu'on fait ces opérations, on le saura bien sûr après, il logeait dans un hôtel sur le 9e arrondissement, rue Victor Massé, au sud du boulevard de Clichy, à peine 100 mètres de nos opérations. Vous vous rendez compte? Ils assistaient à nos opérations. Il était hébergé au hôtel de Laval, rue Victor Massé, à 100 mètres du boulevard de Clichy. Bon. C'est comme ça. Dominique, cet homme que les policiers ne connaissent pas encore et qu'ils ne sont pas prêts d'arrêter s'appelle Thierry Paulin. Et comme l'avaient suggéré des enfants témoins de l'un des crimes, il est noir. En fait, c'est un métis. Il est martiniquais. Il est né à Fort-de-France en 1963. Un père maçon, une mère qui sort à peine de l'adolescence. Elle vient d'avoir 16 ans. Et son père disparaît juste après sa naissance. C'est sa grand-mère paternelle qui va l'élever. Elle a un petit restaurant au bord d'une plage en Martinique. Il reste avec elle jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça se passe plutôt pas mal, sauf qu'elle n'a pas assez de temps à lui consacrer, mais quand même, elle est présente, elle est avec lui. À l'âge de 10 ans, sa mère décide de le récupérer. Elle habite Fort-de-France, elle s'est remariée, elle a 5 enfants, donc il va découvrir ses demi-frères, demi-sœurs. Ça se passe mal, à l'école, il est violent. Et elle décide, sa mère, de rappeler... Elle recherche son père, elle le retrouve, il vit en métropole, à Toulouse, et elle lui dit, il faut m'envoyer la pension alimentaire, il faut payer. Et là? Et lui refuse, et dit, non, non, on va faire autrement, je vais venir le récupérer. Et Paulin voit débarquer, il a 13 ans, pendant les vacances scolaires, cet homme qu'il ne connaît pas, qui est son père, et qui va l'emmener à Toulouse, cité du Mirail, dans un univers dont il ignore tout, les grands ensembles, et il découvre là encore une autre famille, parce que son père, il est marié, il a 2 enfants. Il passe un BEP, il réussit à décrocher un BEP, il rate son CAP de mécanique, il rate son CAP de coiffeur, et à 16 ans, il s'enfuit de chez son père. Qu'est-ce qu'il devient alors? Eh bien, il va devancer l'appel pour partir faire son service militaire.
Et il demande les parachutistes. Il arrive là-bas, il est très très mal accueilli. Il est mal accueilli parce qu'il est noir et parce qu'il est homosexuel. Et il obtient une nouvelle affectation à la caserne de la Pépinière à Paris. Il est dans la marine. Et il est affecté au service détail. C'est quoi ça, le service détail? Le service détail, ça consiste à vider les poubelles et vider les cendriers. C'est pas passionnant. Non, c'est pas passionnant, mais ça va pas durer très longtemps. Très rapidement, il réussit à se faire affecter au salon de coiffure de la caserne. Il y restera quasiment 1 an. Et puis, là encore, il y a un problème et il se fait renvoyer de l'armée. Pour quelle raison? Parce qu'il a commis un hold-up. Il a profité de 5 jours de permission pour rendre visite à son père à Toulouse. Et là, il agresse une épicière dans une petite rue qui s'appelle la rue Ledru-Rollin à Toulouse. Une épicière de 75 ans. Ah oui, déjà. Déjà. Une femme de 75 ans, une proie facile, elle s'appelle Marguerite. Il entre dans l'épicerie, il parle avec elle un moment, puis il ressort. Il dissimule son visage derrière un foulard de femme, il rentre à nouveau avec un couteau de cuisine, il la menace et il vole 1400 francs dans le tiroir caisse. Il la brutalise pas, hein? Pas de brutalité. Elle va se réfugier dans l'arrière-salle. Ouais. Et lui s'enfuit, il saute dans un taxi, mais il est arrêté par les policiers de la sûreté urbaine. Et c'est pour ça qu'il est renvoyé de l'armée? Oui, c'est pour ça qu'il est renvoyé de l'armée. D'ailleurs, son chef de poste écrira dans ce rapport qu'on a réussi à se procurer « Agresseur d'une personne âgée, Paulin est un individu dénué de tout sens moral. Aucune excuse ne peut être trouvée à son geste. » Arrêté en 82 pour la première fois de sa triste carrière pour l'agression de l'épicière de Toulouse, Thierry Paulin est envoyé 10 jours en prison, puis relâché en attendant son procès. Sept mois plus tard, le 7 juin 83, il est jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse. Maître Alain-Jean Varret, commis d'office, assure sa défense. Il avait une attitude plutôt intelligente, à la fois devant le juge d'instruction au départ et devant le tribunal. C'est-à-dire qu'il avait dit, qu'il avait raconté comment ça s'était passé et qu'il avait demandé benoîtement la clémence de ses juges, en expliquant peu ou prou ce que je viens de vous dire, savoir son éloignement de tout, le malaise qu'il connaissait lui, parce qu'il était un homme de couleur, à l'armée, engagé, et qui vivait assez mal les conditions dans lesquelles il était maltraité par ses copains de chambrée. Et il l'avait dit avec beaucoup d'honnêteté directe, à tel point que le tribunal l'avait condamné à une peine qui n'avait pas été inscrite à son casier judiciaire. La peine n'est pas inscrite au casier. Déjà, Paulin passe à travers les mailles. Il écope d'une peine de 8 mois avec sursis, ce qui lui vaut d'être renvoyé de l'armée et de se fâcher avec son père qui, par ailleurs, n'accepte pas son homosexualité. Ce garçon, quand moi je l'avais rencontré, manifestait de façon évidente des carences affectives pesantes. Il avait envie de changer de milieu et de pouvoir véritablement exister et faire parler de lui. Et ça, c'était clair depuis le premier jour. Et le sentiment que j'avais de ce garçon, ce qui ne veut pas dire qu'il était violent, mais qu'il avait besoin d'être reconnu. Début 84, c'est décidé, Paulin quitte Toulouse et rejoint sa mère à Nanterre, en banlieue parisienne. Là, il fait des extras dans les boîtes de nuit et les restaurants branchés des Halles. Il devient familier des milieux homosexuels et parvient à se faire embaucher comme serveur au Paradis Latin. Le Paradis Latin et ses spectacles de travestis. Et là, Paulin connaît le coup de foudre. Il a 19 ans, il est guyanais, il s'appelle Jean-Thierry Mathurin. Et il est toxicomane. Mathurin tombe sous le charme de Paulin et devient accro à la drogue qu'il lui fournit. Mathurin, enfant martyr et enfant victime, aujourd'hui complètement paumé, là il a trouvé quelqu'un à qui se raccrocher, c'est Thierry Paulin. Mathurin, Paulin, ce couple a marqué l'avocat général Philippe Bilger.
D'abord, on se trouvait dans un univers de drogue, de fête et d'amour, parce que de la même manière que Paulin avait dit que le seul être qu'il avait aimé, c'était Mathurin, de la part de Mathurin, il y avait à la fois un amour fort pour Paulin et une relation presque absolue de dépendance. Et donc, en comparant par l'esprit les deux personnalités, et pour tout le monde, Paulin dominait et Mathurin suivait. Mathurin et Paulin décident de faire de la nuit leur univers. Ils fréquentent les boîtes homo, mais aussi le Palace, la boîte mythique du Paris des années 80. C'est sans doute de cette époque que date le rêve de Paulin d'ouvrir son propre cabaret. D'ailleurs, à l'occasion, il se produit sur la piste d'une boîte de nuit, le Rocambole. Il se travestit et imite son idole, la chanteuse noire Eartha Kitt. Il y a toute cette ambiance très festive du milieu des années 80, et Paulin s'inscrit évidemment parfaitement dans cette époque d'avidité, de plaisir, de narcissisme. Et il en est un symbole idéal. Il est antillais, il est beau. C'était un nocturne transversal, habitué de différents lieux, notamment dans les Halles. Et la présence régulière de Paulin dans les Halles, elle est vraiment symbolique de cette période où les Halles sont le cœur de Paris, une des capitales mondiales de la fête. La mère de Thierry Paulin ne supporte plus sa vie marginale, alors elle le met à la porte. À la fin de l'été 84, Paulin et Mathurin décident de s'installer ensemble à l'hôtel, le Laval, rue Victor Massé, dans le 9e arrondissement, à la lisière du 18e. Période faste pour les deux amants, qui sont de toutes les fêtes branchées, mais l'embellie ne dure pas. Paulin ne travaille plus et Mathurin est renvoyé du paradis latin. Alors, pour satisfaire ses rêves de grandeur, Paulin va au plus simple. Il convainc Mathurin de s'attaquer aux vieilles dames pour les voler. Sans Paulin, Mathurin probablement n'aurait jamais accompli ce qu'il a accompli sur le plan criminel. À l'automne 84, Paulin et Mathurin se lancent alors dans 6 semaines de folie meurtrière. Ils tuent et tuent encore, avec apparemment un seul motif: l'argent. Serge Bornstein est neuropsychiatre et expert. Il a participé aux seules expertises de Thierry Paulin. Il a trouvé le personnage fascinant. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi Paulin s'attaque aux vieilles dames? On va le comprendre progressivement. Au départ, on pense naïvement que c'est quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent facilement en s'attaquant à des victimes faibles. C'est un peu plus compliqué que ça. Il a eu tellement de malheurs dans sa propre famille, d'abord chez sa mère, puis chez son père quand celui-ci le prend à Toulouse. Il a tellement été contrarié par les demi-frères, demi-sœurs, par une ambiance abominable, qu'il aurait préféré être orphelin, c'est-à-dire placé, avoir une existence à peu près équilibrée. Il est l'objet de carences affectives et éducatives massives. Donc ça peut être pour vous une explication de la dérive qu'il aura plus tard. C'est une dérive, et en tout cas, ça va faire le lit de ce que nous appelons une conduite psychopathique, c'est-à-dire qu'il va vivre dans l'instant, en s'étourdissant, sans apprécier les conséquences de ses actes, en ayant recours à des toxiques, héroïne, en sniff surtout, mais d'autres produits également, et en menant une existence improvisée, marginale. Il est dans la mythomanie constante, dans le double personnage. Il peut très bien le matin, à l'aube, tuer des victimes, et puis le soir, devenir ce noctambule, fêtard, un prince généreux, donnant des fêtes, superbe.
mais avec une angoisse profonde, mal verbalisée, qui n'arrive pas à exprimer. Quelles étaient les relations de Paulin avec ses grands-mères, puisqu'il n'a tué que des vieilles dames, ses propres grands-mères? Alors c'est une question qui est au centre du débat. En ce qui concerne sa propre mère et sa grand-mère maternelle, les choses se passent très mal et il aura des images négatives. Et il a une hostilité basale envers les femmes, toutes les femmes, qui va justifier son homophilie, son homosexualité extrêmement active, bien qu'il se dise bisexuel. En fait, bon, il est homosexuel et même gigolo un certain temps, très tôt à Toulouse, puis à Paris. Sa relation avec Mathurin, qui influence l'autre? Alors, il semble que le personnage dominateur soit Thierry Paulin, indiscutablement, mais c'est un couple diabolique en quelque sorte. Retour à l'enquête, on est à la fin 84 et le tueur de vieilles dames a déjà tué 8 fois dans le 18e arrondissement. Les policiers quadrillent le quartier, ils sont passés devant l'hôtel où logent Paulin et Mathurin, ils les ont peut-être et même sans doute croisés dans la rue, mais ils ne savent pas qu'ils sont les assassins et ils ne sont pas prêts de mettre la main dessus. De toute façon, pendant un an, pendant toute l'année 85, il ne se passe plus rien. Le tueur a disparu, plus de crimes, pas de pistes, rien. Jusqu'à la fin de l'année 85. Au mois de décembre, juste avant Noël, et là, la peur change de quartier. La peur s'installe désormais dans le 14e arrondissement. 3 crimes, perpétrés dans un rayon de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. D'abord, Estelle Donjou, rue Lacaze. Puis, moins de 15 jours plus tard, André Ladan, 77 ans, étranglé à son domicile de la rue Bayou. Et puis 5 jours plus tard, Yvonne Couronne, 83 ans, assassinée rue Sarrette. La victime est découverte par une voisine, allongée sur le sol, la tête enfouie sous un oreiller. Parallèlement, le tueur frappe aussi dans le 5e arrondissement. Yvonne Cheblet, une femme de 77 ans, est étranglée le 15 janvier chez elle, rue Sancier. Raymond, son compagnon, découvre le corps à 16h55. Vous voulez savoir où il y a eu le crime? Alors c'est ici, à cette porte-là. Voilà, c'est tout. Juste à côté de chez vous? Juste à côté de chez moi, voilà, juste à côté de chez moi. Mais vous voyez, il y a un étage là, il aurait pu se cacher sur le haut, là. Mais on n'a trouvé personne. Sa voisine de palier, Jeanne Giraudy, 72 ans à l'époque, est la dernière à avoir vu Madame Cheblet vivante. Elle a échangé quelques mots avec elle dans le hall de l'immeuble, vers 14 h. Je suis rentrée le soir, je ne peux pas vous dire exactement l'heure, s'il était 6 h, 6h30. Alors je vois qu'il y avait de la police près de chez moi. J'ai dit, il y a peut-être eu quelqu'un qui a eu quelque chose, je ne sais pas quoi. Oh, ben alors tout l'escalier était plein de police. Et puis mon pauvre Raymond, parce qu'on l'appelait Raymond, vous savez, il avait dans les 40-45 ans. Oui, ou 50 ans, par là. Et alors, je le vois, il était contre le mur. Il me dit, Madame Giraudy, on m'a tué ma femme. Je lui dis, comment? Mais je l'ai vu à 2 h. Et de suite, la police est venue, m'a dit, Madame, est-ce que vous avez vu? Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Faire des choses aussi épouvantables, je crois qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui ne va plus. Hein. Ça ne marche plus. Faire des horreurs pareilles. Puis c'est des lâches, aller chercher des personnes âgées qui ne peuvent pas se défendre. Elle est toute menue, vous savez. C'est une dame très simple, très gentille, une dame insignifiante, vous savez. Mais je vous dis, on a dû la suivre. Le tueur n'a plus de territoire, car désormais le 14e, le 12e et le 11e sont le théâtre de 3 autres meurtres par strangulation, toujours en janvier. Le mode opératoire rappelle le cauchemar des vieilles dames du 18e, mais la violence gratuite dont faisaient preuve les tueurs semble avoir disparu. Les 7 homicides volontaires de janvier ressemblent à la série de 84, avec toutefois une variante. Les victimes, toujours pas d'effraction sur les portes, mais en revanche, elles n'ont plus les pieds
et les chevilles entravées. C'est une variante. Et chose encore plus intéressante, sur ces 7 affaires, nous avons une trace papillaire qui correspond à une trace papillaire relevée sur la série 84. Nous avons la certitude que, à nouveau, un au moins des auteurs de 84 sévit sur Paris. Là, il y a, ben oui, il y a un petit espoir. On se dit, c'est pas possible. Ils vont bien faire une erreur. Ils vont bien se faire remarquer. Ils vont bien se faire arrêter, interpeller à un moment ou l'autre. Il va falloir, on va voir quelque chose, un signalement. Et non. Et non. On n'a toujours pas de signalement. À l'époque des crimes, Georges Guyot dirige les services de l'identité judiciaire, un service de la PJ très sollicité dans l'affaire du tueur des vieilles dames. Monsieur Guyot, on est d'accord que assez vite, dès les premiers crimes commis par le tueur de vieilles dames, on a des empreintes digitales qui sont récurrentes. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre un nom sur ces empreintes digitales? Eh bien, c'est que l'identité judiciaire de l'époque, en France, hein, c'est pas propre à celle de la préfecture de police de Paris, n'avait pas évolué depuis des décennies, ce qui nous rendait d'ailleurs jaloux quand on allait en mission à l'étranger et qu'on voyait le développement que ça avait pris dans les pays anglo-saxons. On était encore resté avec des fichiers d'empreintes éparpillés aux 4 coins de l'Hexagone dans les services de police et de gendarmerie. Donc chacun avait ses criminels de... C'est sa délinquance locale, oui. Et les méthodes pour rechercher les traces papillaires sur les lieux de crime se résumaient à l'utilisation d'un pinceau en poil de martre, un petit pot de poudre et un ruban adhésif pour réaliser la recherche des traces papillaires dans les lieux. Donc à partir du moment où vous retrouvez sur les lieux du crime une empreinte digitale, vous ne pouvez pas la comparer avec le fichier national des cartes d'identité, on est d'accord? Absolument. Mais est-ce que vous pouvez le comparer avec des fichiers de délinquants connus? Oui, absolument. Ce sont les fichiers signalétiques qui rassemblent les fiches d'empreintes des délinquants et des criminels. Parce que ça consistait en quoi, à l'époque, contrôler une fiche? Ça consistait à utiliser l'œil nu, la loupe, ouais, hein, pour comparer la trace papillaire qui était, elle, reproduite sur un support photographique, avec les fiches décadactylaires qui étaient contenues dans les fichiers. Qui étaient des empreintes d'encre, c'est ça? Voilà, c'est le déroulé de doigt ancré qu'on fait durant la phase de signalisation, en déroulant le doigt donc pour avoir la plus grande surface de chaque doigt à exploiter, dans la mesure où les traces papillaires que nous découvrons dans les lieux sont très souvent parcellaires, dans la mesure où elles ne concernent que l'endroit où le doigt est en pression avec l'objet touché. Donc, au fond, quand on fait ce travail de comparaison, on met côte à côte une fiche et une empreinte, et on doit faire ça pour toutes les fiches. Voilà. Dans les 3 ans qu'ont duré la série de meurtres pour Paulin, nous avons un flux de signalisation qui était à l'époque de 50 000 personnes à l'année, à l'identité judiciaire de Paris. Ouais. Multiplié par 10 doigts? Multiplié par 10 doigts, ça fait 1 500 000 déroulés de doigts, qui ont été recherchés par rapport aux 18 traces que nous avions retrouvées sur les différentes scènes de crime. Donc ça fait plus de 25 millions de coups d'œil, on dit ça dans notre jargon d'identité judiciaire, 25 millions de comparaisons qui séparément ont été faites durant les 3 ans de temps pour les spécialistes de l'identité judiciaire de Paris, en plus de leur travail quotidien. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Toutes les fiches d'empreintes qui sont réalisées chaque jour par tous les services de police et de gendarmerie, qu'ils soient en province ou à Paris, sont maintenant rassemblées dans une base de données unique en France, informatique, bien sûr, peut consulter à distance. Voilà. Ce qui fait que les 25 millions de coups d'œil dont je parlais tout à l'heure, le FAED, le fichier automatisé d'empreintes digitales, fait la recherche à la place de l'être humain en 1 heure ou 2. Ce qui fait que, sans doute, aujourd'hui, Paulin serait tombé plus vite. Certainement plus vite, oui. Et qu'on aurait... On l'aurait certainement identifié au bout de la première ou de la deuxième affaire. Et épargné des victimes, évidemment. Bien évidemment, oui. Paulin est donc une nouvelle fois passé à travers les mailles du filet. Et pourtant, il n'est jamais loin. Quand il tue près de l'église d'Alésia, il loge à proximité, rue Boyer-Barré, chez l'un de ses amants, un étudiant en médecine. Quand il tue dans le 11e, il occupe une petite chambre de bonne rue Béranger, à quelques pas de la place de la République.
En tout cas, la police avait vu juste. Le tueur agit désormais seul. Il s'est séparé de Jean-Thierry Mathurin quelques mois après les meurtres du 18e. Mathurin en a fini avec la folie criminelle, mais il n'a pas abandonné ses rêves de paillettes et de gloire. 1 an et demi après son dernier crime, le voilà qui se produit en Playmek dans une émission de Christophe de Chavannes. Depuis qu'il est séparé de Mathurin, Paulin loge au hasard de ses rencontres, chez ses amants ou ses amis. Il est par exemple hébergé pendant quelques semaines chez un jeune immigré polonais qui vit avec sa maman. Bogdan, comme tant d'autres, est abusé par les projets et la gentillesse de Paulin. Il voulait faire des trucs au milieu de l'artistique. Alors, il connaît beaucoup de monde et il n'y a pas de problème, il peut me trouver une super place, une salle pour faire des défilés de mode, etc. etc. Bon. Puis, j'ai fait ça. Hein. Ben, il était gentil, hein. Il était très gentil avec tout le monde. Gentil, mais très vite, Bogdan déchante, car Paulin vit à ses crochets. Et un matin, il le trouve dans sa propre chambre, visiblement drogué, en compagnie d'un amant. J'ai crié. Qu'est-ce que ça veut dire, cette bordel à la maison? Il a dit « ferme ta gueule, ferme ta gueule ». Il m'a... il est complètement, vous savez, physiquement, il était fort, comme il a drogué. Il m'a poussé sur le lit, il m'a commencé à étrangler. La mère de Bogdan entend les cris, frappe à la porte. Paulin lâche Bogdan, qui s'enfuit. Bogdan revient l'après-midi. Il exige que Paulin quitte l'appartement sur le champ. Il m'a dit non, je ne quitte pas. Même si j'ai appelé la police, il m'a dit je m'en fiche complètement. Thierry Paulin finit par quitter l'appartement de Bogdan, non sans l'avoir cambriolé et dépouillé de sa carte bleue. À cette époque-là, Paulin bouillonne toujours de grands projets. Il veut créer une agence de spectacle, les Transfostars, monter une soirée de gala, les Trophées de la nuit. Et pour l'organiser, Paulin, au comble de la provoque, écrit même une lettre au préfet de police. En attendant, au printemps 86, il décroche un job. Il est l'homme à tout faire d'une agence pour laquelle il organise une soirée étudiante au Cirque d'hiver. Une soirée baptisée « Look d'enfer ». Succès public et moment de gloire pour Paulin. Mais la soirée est un flop financier, l'agence fait faillite. Alors Thierry Paulin reprend ses activités criminelles. L'identité criminelle profonde de Paulin, c'est qu'il tue avant tout pour de l'argent. Ce n'est pas un sadique gratuit. Paulin, c'est pas un serial killer dont le but premier est de tuer. Le but premier de Paulin, c'est de trouver de l'argent avec le moins de risques. Et le moins de risques, c'est s'attaquer, évidemment, à des petites vieilles. Madame Lamont, 85 ans, sortait tous les jours. Quelques pas dans le quartier, la détente de la vieille dame. Samedi après sa promenade, on sonne chez elle, elle ouvre. Vers 20h, sa fille lui rend visite. Sa mère est mourante. Traces de coups sur le visage. Le meurtrier a essayé de l'étrangler, puis tenté de l'étouffer sous 2 matelas. Une demi-heure plus tard, elle succombe à ses blessures. Sa fille nous dit quelques mots à travers la porte. Je pense qu'elle faisait attention comme tout le monde, mais je pense aussi qu'on ne peut pas faire attention tout le temps. Est-ce que la police a commencé son enquête? Ils ont noté tout, ils étaient là pendant des heures. Nous avons longuement parlé. Il y a un procès verbal et j'ai la plus grande admiration pour eux. Est-ce qu'ils ont noté des faits importants, des similitudes avec les assassinats précédents? Je crois que oui. Le pire de ma vie est arrivé. À nouveau, au mois de juin, donc on a une série
je crois, pendant une période de 10 jours, on a 6 personnes âgées encore, 6 vieilles dames qui sont assassinées à leur domicile. Et cette vague s'arrête vers le 23-24 juin 1986. Malgré toutes les comparaisons, en juin, sur Paris, nous n'avons toujours pas d'individus correspondant à nos traces papillaires. On n'avait pas ce facteur chance qu'on attendait tous. La chance aurait dû tourner à l'été 86, car le 5 août, Thierry Paulin est interpellé par la police à quelques kilomètres de Paris, dans une cité HLM d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. C'est son dealer qui l'a dénoncé. Paulin vient de le passer à tabac, mécontent de la qualité de la drogue qu'il vient d'acheter. Paulin est arrêté, envoyé en prison, mais personne ne fait le lien avec le tueur de vieilles dames. Bien sûr, en 1986, la police scientifique n'est pas aussi performante qu'aujourd'hui. Mais tout de même, depuis 3 ans, les policiers de la crime ont en main les empreintes digitales du tueur. Comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à mettre un nom dessus? Et puis maintenant que Thierry Paulin est en prison pour l'agression de son dealer, pourquoi ne parviennent-ils pas à superposer les 2 empreintes, celle de Thierry Paulin en prison et celle du tueur de vieilles dames? Paulin, il était dans un fichier? Enfin, il y avait trace de lui quelque part? Malheureusement, effectivement, il a eu affaire avec la police pour divers délits à Toulouse et sur Paris depuis 1982, mais il n'a pas été signalisé à chaque fois. Mais à Paris, il est arrêté aussi, puis il a fait de la prison pendant presque une année. Hein. Absolument. Là, c'est sur le Val-de-Marne. Il avait été arrêté pour un vol-violence, présenté au magistrat du parquet. C'était en fin de journée. Et le magistrat a demandé à ce qu'il lui soit présenté immédiatement, sans attendre que l'identité judiciaire ait eu le temps de prélever l'empreinte, de faire sa prise d'empreinte. Donc il n'a pas de fiche en région parisienne. Donc il est incarcéré, il purge sa peine de prison et il n'a jamais été signalisé. Donc il y a un petit loupé là quand même de la police judiciaire, franchement. Oui. La police judiciaire, de la justice, c'est un tout, c'est le système qui fonctionnait pas bien. Qui ne fonctionnait pas bien et qu'on a remis à niveau. Aux yeux de la police, Thierry Paulin n'est pour l'instant qu'un toxicomane violent et pas encore un tueur de vieilles dames. Il est jugé le 22 janvier 1987 par le tribunal correctionnel de Créteil. Il est jugé pour le passage à tabac de son dealer. La défense de Paulin est assurée par Hervé Page. L'avocat parisien a été contacté par l'amant de Paulin, également arrêté dans l'affaire d'Alfortville. Ma première impression était une impression très physique. C'était un gaillard athlétique, de carrure, haut. Il y avait manifestement dans les petits parloirs que constituent les parloirs d'une maison d'arrêt, il y avait une vraie présence physique. Et très vite, c'est une personne qui se désintéressait assez de la procédure ou de la situation procédurale dans laquelle il était impliqué. Sentiment d'impunité, mépris de la justice des hommes, et si le désintérêt de Paulin pour son avenir venait de ses problèmes de santé. Car Paulin a le sida, et c'est qu'à terme, il est condamné. Il en a parlé au juge d'instruction. Finalement, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil tombe. Il est condamné en janvier 87 à 16 mois de prison. Il passera 1 an derrière les barreaux. Il passe au travers de cette procédure comme on passe un peu au travers des gouttes. Paulin est libéré le 1er septembre 1987. Et le noctambule parisien refait surface. Il a maintenant les cheveux décolorés en blond. Il est plus exubérant et plus flambeur que jamais, toujours aussi séducteur. Il s'entiche d'étudiant que ses largesses et son charme fantasque séduisent. Cet ami de quelques semaines, par exemple. Aujourd'hui, avocat. Il était amusant. Alors évidemment, il se la jouait complètement. Il était très animal, très magnétique. Il avait un regard très présent. Des paroles qui n'étaient pas trop verbeuses, qui étaient assez pesées.
Et en même temps, parfois, il se la jouait mais complètement, en parlant de ses projets ou de lui-même d'une manière qui n'était pas très crédible. Mais peu importe, je me disais qu'il y avait un petit peu de mythomanie, bon. Paulin se rêve toujours en héros d'un Paris de strass et de frimes. Il rêve toujours de monter son agence de spectacle et demande d'ailleurs de l'aide à ses amis, sans cacher qu'il sort de prison. J'ai appris que cette personne sortait de tôle. Bon, bah, ma foi, chacun a droit à une réinsertion sociale une fois qu'il a payé ses dettes. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et l'idée que cette personne veuille, au contraire, créer quelque chose était plutôt louable. Donc, c'était plutôt rigolo et sympa. Il me parle de certains projets qui étaient des projets de sponsoriser, d'organiser, de produire des soirées sans avoir à acheter le fonds de commerce. Dans son idée, c'était quand même assez clair. Et moi, je pensais très sincèrement et honnêtement qu'il avait les possibilités, les capacités de le faire. Paulin n'hésite pas à solliciter des vedettes pour qu'elles lui apportent leur soutien. Par exemple, Lynn Renaud qui raconte la rencontre quelques années plus tard dans une émission de télévision. Il était venu me voir 2 mois avant que l'on découvre qu'il était l'assassin, parce qu'il avait l'idée de montrer pour les boîtes de nuit, pour les cabarets de Paris, le Moulin Rouge, le Lido, le Crazy Horse, le Paradis Latin, etc., etc., la même chose que les Césars. Et je suis arrivée en retard à mon rendez-vous avec lui, à mon bureau. Et donc, c'est ma maman qui l'a reçu. Et quand j'ai dû dire à Thierry Paulin qu'il avait une très bonne idée, mais qu'il ne fallait pas, que je ne pouvais pas l'aider, ma mère a dit « c'est dommage, il est gentil ». En vérité, Paulin ne connaît souvent que l'arrière-ban du showbiz. Et la respectabilité dont il rêve, il la trouve auprès d'étudiants bien sous tout rapport. Avec eux, pas de soirées dans les boîtes homo, mais des dîners au champagne dans des restaurants branchés. Les soirées n'étaient pas graveleuses. Il n'y avait ni délire de drogue, ni délire sexuel, rien de partouzard, des choses très sages, très sages. Et avec plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, un milieu certes un peu mélangé, mais essentiellement des étudiants ou des gens qui avaient une vie professionnelle assez installée. Et visiblement, il était à la recherche de ça. Pour payer cette fête sans fin, Paulin reprend très vite son odyssée sanglante. Quand le jour paraît, le masque tombe. Paulin le magnifique laisse la place à Paulin, le fauve, qui traque ses proies. En octobre et en novembre, il frappe à nouveau. Il attaque 11 personnes âgées à Paris, dans le 12e et le 10e arrondissement. Et là, il y a une psychose générale. Enfin, je veux dire, on ne pense que ça au sein d'un moyen criminel, même les autres services. Quel est le service de police, commissariat, n'importe, qui n'est pas sensibilisé aux agressions? Paulin n'a pas changé ses habitudes, les marchés, les filatures discrètes, l'argent liquide. Mais, dans cette série de l'automne 87, plusieurs vieilles dames parviennent à mettre le tueur en échec. On sent la routine. Manifestement, il est moins concentré à son affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on a 6 victimes qui s'en tirent. Elles s'en tirent et parlent. Et toutes parlent d'un seul agresseur. Et une, Berthe Finaltieri, 80 ans, va jouer un rôle clé dans l'enquête. Elle est agressée chez elle, dans le 10e arrondissement. Paulin la laisse pour morte, mais elle s'en sort et délivre enfin le premier témoignage valable sur le tueur. L'étau se resserre. Rue Hector Malot, dans le 12e, Paulin attaque Geneviève Menuel qui crie et réussit à alerter la concierge et les voisins. Paulin s'enfuit et croise dans l'escalier un jeune locataire portugais, Fernando Costa, venu à la rescousse. C'est lui qui va dire « coiffé à la Carl Lewis ». Anneau à l'oreille gauche. Il va pérenniser un portrait que nous avions déjà grâce à Madame Finaltieri notamment. Il y a le portrait robot automatiquement qui est affiché dans chaque service de police et tout le monde est mobilisé, regarde le portrait robot, va regarder si ça peut coller dans la rue, etc. Il y a des contrôles d'identité qui se font partout. Il faut absolument mettre la main sur cet individu. D'autant qu'il frappe encore
à 2 reprises, dans le 10e arrondissement. Le 25 novembre, Rachel Cohen, 79 ans. Puis 2 jours plus tard, au 22 de la rue Caille, Geneviève Germont, 73 ans. 2 vieilles dames qui vont payer l'addition de la dernière fête de Thierry Paulin. Car le lendemain du meurtre de Madame Germont, avec l'argent volé, Paulin invite une trentaine de personnes dans un restaurant des Halles, le Tourtour, pour fêter ses 24 ans. Je reçois une invitation sur un carton de facture très classique, lettre anglaise, avec un petit mot manuscrit. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à la fois son anniversaire et une forme de lancement pour lui, où il y aura différentes personnes. De surcroît, c'est à 2 pas de mon cabinet, et j'y vais. Je ne dirais pas que c'était fait à l'économie, mais on sentait que ce qu'il voulait être un feu d'artifice du milieu du showbiz, il était loin de ses prétentions. Et Paulin joue les maîtres de cérémonie, il reçoit des cadeaux, songe peut-être déjà à la fête plus intime qu'il va donner le lendemain au Minou Tango, un restaurant du 18e. À 3 h du matin, les convives se séparent, coût de la soirée 14 500 francs, Paulin règle en espèces. Non, c'était une soirée chaleureuse si on ne considère pas rétrospectivement de quelle manière elle avait pu être financée. Fin novembre, la police a une description précise de l'agresseur des vieilles dames. C'est un garçon métis d'environ 1,80 m, les cheveux décolorés en blond, portant une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Toutes les forces de police sont sur les dents, mais après 3 ans d'une traque insensée, c'est le flair d'un commissaire de quartier qui va permettre l'arrestation de Paulin. Ce commissaire, c'est Francis Jacob. En 87, il est le patron du commissariat de la rue Chabrol, dans le 10e arrondissement. Où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé ici. L'interpellation s'est déroulée ici. J'étais en conversation avec 2 commerçants turcs sur le trottoir et je vois arriver Paulin à pied, venant de la gare de l'Est. Venant de là-bas, là. Tout en conversant, j'avais un œil sur le client et avec le signalement qui est en ma possession, je me dis, le client... Le type qui est là en face type, ça peut coller. C'est-à-dire qu'il a la bonne coupe de cheveux? Il n'a pas la bonne coupe de cheveux, mais la bonne boucle d'oreille, la taille, la corpulence, donc ça pouvait coller avec la synthèse qui m'avait été passée par les collègues de la brigade criminelle. Alors donc qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez? Au moment où il va pour... il ne veut pas passer à travers le groupe, donc il se déporte légèrement. Je sors la carte de police. Vous lui dites? Bonjour monsieur, c'est la police. Avez-vous une pièce d'identité? Il me sort une carte d'identité sur laquelle il y avait une coiffure. Il était photographié avec la coiffure à la Carl Lewis. Et il me dit, ça colle encore plus. Bon, il dit, je garde la carte d'identité et je lui demande de m'accompagner au commissariat. Ok, là-bas. Mais vous lui dites quoi, lui, sur le motif de l'arrestation? Sur le motif de l'interpellation, je lui dis rien. Je lui indique simplement qu'il va être pris en charge par une brigade spécialisée. Pourquoi vous lui dites rien? Parce que ça pourrait gêner l'enquête des collègues de la criminelle, dans l'hypothèse où il serait... donc il vaut mieux le laisser en quelque sorte mijoter sans information. Et lui, d'après vous, qu'est-ce qu'il croit? Je pense qu'il croit que je l'ai interpellé pour une affaire de stup. De drogue? De drogue. Il vous le dit, ça? Il me le dit, notamment au commissariat, où il me montre ses bras, il me dit « je me plique plus ». C'est fini, je suis clean, laissez-moi partir. Voilà. Quand l'équipe arrive, elle le prend en charge. Je leur conseille d'aller à l'identité judiciaire, ce qu'ils font immédiatement. Et dans l'heure qui suit, les affaires sortent. C'est-à-dire qu'on découvre dans l'heure qui suit que ce Thierry Paulin-là est le tueur de vieilles dames. Et le tueur de vieilles dames. Je voudrais maintenant que vous me parliez quand même de l'événement qu'a constitué, après l'arrestation de Paulin, l'identification. Racontez-moi ce moment-là. Un jour, la brigade de répression du banditisme nous envoie un suspect de plus à comparer.
Ouais. Donc on lui prend son déroulé de doigts et on le renvoie à la brigade de répression du banditisme. Et immédiatement, parce que les gens qui ont fait 25 millions de coups d'œil, ils finissent par photographier les traces papillaires. À la limite, ils n'ont plus trop besoin de les regarder. Et de comparer. Donc immédiatement, on a eu le doute. On est monté, on a confirmé et on a appelé donc la brigade de répression du banditisme pour leur annoncer qu'ils avaient entre les mains le tueur des personnes âgées. J'imagine quand même qu'on est assez fiers de soi ce jour-là, depuis tant de temps. Fiers de soi, c'est vrai que dans notre première réaction, c'était un moment de jubilation. Mais surtout, on s'est dit qu'il allait arrêter de tuer il allait arrêter sa série, quoi. On ne savait plus comment faire pour arrêter cette série. Et c'est l'empreinte digitale qui l'a stoppé net. Donc. Un soir comme ça, c'est champagne? Absolument, oui. C'est vrai? Ah, oui, oui. L'assassin présumé des vieilles dames à Paris est arrêté hier. C'est notre confrère François qui le révèle aujourd'hui. C'est un jeune homme de 24 ans, Thierry Paulin, un Martiniquais, toxicomane, homosexuel. C'est le journaliste Jean-Michel Brigoulex de France Soir qui a sorti le scoop. Un soir, je rentre de l'école où je me trouvais, et mon ami, décomposé, me dit « Ils ont arrêté le tueur des vieilles dames ». Moi, sourire béat du gars qui se dit « Chouette, un salaud de moins ». C'est Thierry. Alors là, glops. Alors là, je dois avouer que vous êtes, dans ces cas-là, vous êtes estomaqué. Choc, c'est pire qu'un choc. C'est pire. Nous avions enfin entre les mains un garçon que nous cherchions depuis 3 ans. Les empreintes de Thierry Paulin concordent avec celles relevées chez 7 victimes. Mais pour les policiers, il est le suspect numéro 1 de 38 agressions de vieilles dames commises à Paris depuis 3 ans. Ils ont 48 heures pour faire avouer Paulin. Pas question, lorsqu'on va interroger l'individu ou les suspects, de se dire je me souviens plus, je vais reprendre un dossier, voir est-ce que je me suis... Parce que s'ils nous donnent des détails de leur mode opératoire et de l'intérieur des logements, il faut que nous aussi, on sache à quoi correspondent ces adresses pour pouvoir attribuer telle ou telle affaire. Paulin réclame un avocat, mais en 87, il n'est pas question d'avocat pendant la garde à vue. Le suspect est emmené dans le bureau du sous-chef de la brigade criminelle. C'est là, menottes aux pieds, qu'il va répondre aux questions des policiers. Donc on l'a interrogé collectivement. Et ce qui nous intéressait, bien sûr, qu'ils reconnaissent les faits globalement, mais aussi qui était avec lui. Et puis, je vais quand même vous préciser une anecdote, moi, qui me turlupine depuis des années, on peut dire, parce qu'il y a 3 ans. Sur une agression du 18e, le ou les auteurs avaient fait boire un liquide à base de soude caustique qui sert à déboucher les éviers à une des victimes. J'avais amené dans mon bureau un flacon de ce liquide à base de soude caustique que j'avais rempli d'eau et je l'avais mis sur un meuble bien visible dans mon bureau en me disant le jour où l'auteur est interpellé, je veux croiser son regard lorsqu'il verra ce flacon. Et puis nous discutions et puis à un moment, pourquoi à ce moment-là et pas à un autre, j'ai fait semblant de me fâcher. Et je sortis de sous mon bureau ce flacon. Et ça, qui c'est? Instinctivement, Paulin, c'est pas moi. Qui c'est? Et c'est à cet instant qu'il nous a livré le complice des agressions du 18e, Jean-Thierry Mathurin. Le lendemain matin, Jean-Thierry Mathurin est interpellé à son domicile du 14e arrondissement. Il habite alors avec un travesti vedette du Paradis Latin. Mathurin, qui s'était depuis rangé, est rattrapé par ces folles semaines meurtrières de l'automne 84.
La personnalité qui domine entre les deux, c'est Paulin. Mathurin, rien qu'à voir, moi, il est assez effacé, si vous voulez. C'est pas... Il le dira lui-même. J'ai suivi en 1984. J'étais d'accord pour commettre ces agressions. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que tu t'es confié à quelqu'un de ces agressions? Tu me dis que tu n'aimais pas ce que tu faisais, mais tu étais parti, mais est-ce que tu t'es confié à quelqu'un? Si ce n'est à la police, mais à quelqu'un de ta famille. Et il m'a dit, bon, j'en ai parlé à ma mère, mais en courant 85 seulement. Et je lui ai pas dit que qu'on tuait les grands-mères, qu'elles étaient mortes, mais je lui ai dit qu'on les agressait à domicile pour les voler. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Elle m'a répondu, elle s'est mise à pleurer, et puis elle m'a mis à la porte. On sait qu'après 84, séparé de Mathurin, Paulin a d'abord poursuivi, seul, sa cavale meurtrière. Mais ensuite, la police pense qu'il a peut-être recruté un nouveau complice, notamment pour les crimes de 86. Pourquoi? Parce qu'il y a des similitudes avec la série de 84. À nouveau, en juin, on constate que les personnes ont les poignets et chevilles liés. Donc, on était effectivement au droit de se demander si, pendant qu'un fouillait, l'autre ne chercherait pas à obtenir. C'est une hypothèse à laquelle on n'a jamais pu répondre. À Paris, escalade dans l'horreur, l'assassin des vieilles dames qui a été arrêté hier. Au quai des Orfèvres, depuis maintenant 24 heures, Paulin parle aux inspecteurs. D'une voix calme, sans émotion, il raconte... Paulin avoue, sans honte, sans remords. Sa mémoire étonne. Les policiers lui présentent des photos des immeubles, de l'intérieur des appartements, et il reconnaît les lieux et les meurtres. Fait rarissime dans l'histoire d'une garde à vue, l'agence France-Presse rend compte des aveux, quasiment meurtre après meurtre. Et pendant les 48 heures de garde à vue, ça a été quelque chose d'assez délirant, parce qu'on partait sur, je crois, 6-7 meurtres qu'il avait plus ou moins reconnus, et puis au fil de la garde à vue, durant 48 heures, on arrive à 7, 15, 17, je crois, et puis à la fin de la garde à vue, on est à 21 meurtres quand même. Puis moi, je me disais, pendant que je faisais mes dépêches, je me disais, mais on rêve ou quoi, là? En plus, il y avait beaucoup de gens qui sont donc allés de l'AFP, qui sont donc allés sur le terrain pour vérifier un peu ce qu'avait fait Paulin la veille, l'avant-veille. Et on était tous là à se dire, mais qui c'est ce type-là? Enfin, c'est un jeune comme les autres. Il a tué 21 personnes. Enfin, c'était quasiment inimaginable. Hein. Ça reste dans les mémoires. Vraiment, avec Paulin, on est confronté à la puissance X, au fameux syndrome souvent vu à la télévision du c'était mon voisin, mais écoutez, je suis très étonné de ce que vous m'apprenez, ce monsieur est un monstre, parce que au quotidien, c'était un garçon charmant. Une fois, il a dit, ça avait glacé absolument tout le monde, qu'il avait été obligé dans sa vie de s'endurcir face à la mort, au sang et des choses comme ça. Bon, enfin, quand quelqu'un vous dit ça, ok, chacun repose doucement son verre, regarde vers le ciel et pense que tout simplement il a vu un proche parent mourir ou une merde de ce genre. Bah, évidemment pas que vous êtes en train tranquillement de prendre un cocktail avec un meurtrier. Un garçon charmant la nuit, un meurtrier implacable le jour, qui entre avec Mathurin au panthéon des criminels, meurtrier hors norme. C'était des chasseurs, et les termes qu'ils utilisaient, c'était un peu ça. On a levé la vieille à tel endroit, on la filait, et puis on avait envie de se la faire. Dominique, ça c'est le procès-verbal des aveux de Thierry Paulin, le lendemain de son arrestation dans le bureau de la brigade criminelle à Paris. Comment est-ce qu'il explique ces crimes? Qu'est-ce qu'il dit? Quels mots trouve-t-il? Ben moi, j'ai envie de dire que quand on lit ça, quand on a fini de lire ça, eh bien, on s'aperçoit que Paulin, c'est un technicien. Froid. Un technicien froid du meurtre. Les policiers de la crime qui l'ont entendu n'en reviennent toujours pas. En fait, tous ont été frappés par son détachement et son souci du détail. Il y a un sang-froid hallucinant
dans ce personnage. Il se souvient de tous les détails, hein, parce que ce sont des faits qui remontent à des mois et des mois auparavant. Il a une mémoire hallucinante. Il se souvient même de la couleur du porte-monnaie de ses victimes. Comment est-ce qu'il les choisit? Il s'explique là-dessus? Il les choisit au hasard de ses promenades dans Paris. Alors là, il en repère une et il a de la chance. Il a de la chance de ne pas se faire arrêter avant. Il en repère une ici, il la suit dans son immeuble. La concierge l'interpelle, interpelle Paulin en lui disant « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il lui raconte une histoire d'appartement qu'il vient visiter. Il suit la grand-mère, il la bouscule, il la pousse, il rentre chez elle, elle crie. À ce moment-là, la voisine d'en face sort. Elle ouvre sa porte, il raconte au policier. Elle m'a vu avec la personne âgée, mais malgré ça, je suis entré dans l'appartement. Au lieu de s'enfuir, il la bouscule, il rentre dans l'appartement avec elle, il ferme la porte derrière lui. La voisine va chercher la gardienne. Tout le monde remonte sur le palier. Pendant que Paulin est en train de piller le porte-monnaie de la petite dame, il va lui voler 50 francs. Mon Dieu. Pendant ce temps, tout le monde est sur le palier et tient la porte pour l'empêcher de sortir. Il va vers la porte, il est plus fort qu'eux, parce qu'il y a la concierge, parce qu'il y a la mamie d'en face du palier, il y a sans doute 2 ou 3 personnes âgées. Donc il dit, quand je suis sorti, j'ai vu 5 personnes, j'ai tiré la porte, finalement j'ai descendu les escaliers en courant, sans que personne ne tente de m'arrêter, et une fois dans la rue, je me suis mis à marcher normalement. C'est fabuleux, ça. Ça veut dire qu'il a le sang-froid. Il sait que s'il sort et qu'il part en courant sur le trottoir, tout le monde va le regarder, qu'il y aura des dizaines de témoins. Dès qu'il arrive sur le trottoir, il se met à marcher normalement et il s'en va. Et il se fond dans la foule. Alors, moi, je suis frappé par son sang-froid et on ne peut pas terminer de lire le procès-verbal d'audition de Paulin sans citer ce passage. On lui parle d'une dame qui l'aura agressé. Il n'en a pas le souvenir. Et voilà ce qu'il répond au policier. « Je constate que vous me présentez une photographie d'une femme que vous me dites être, on va l'appeler Madame X. Je tiens à dire que je retiens en général le visage de mes victimes. En effet, il se passe quelque chose au moment des faits et je suis particulièrement sensible au regard de terreur que ces femmes ont à cet instant. Cela reste gravé dans ma mémoire. » Spontanément, les amis de Paulin et Mathurin viennent témoigner au quai des Orfèvres, effrayés par le parcours des 2 tueurs. Ils comprennent maintenant certaines attitudes et certains propos de leurs camarades. Parfois, il n'avait plus d'argent, puis parfois, il en avait. Et 2 ou 3 fois, il utilisait cette expression, et je m'en étais souvenu rétrospectivement, qui était de dire « je dois aller à la banque ». Et ça correspondait, évidemment, à chaque fois, recoupement fait par les policiers, à des dates de crime. Et « oh tiens, tu peux m'inviter, j'ai plus de rond, faut que j'aille à la banque ». Et genre, il repasse le soir même, et là, liesse de bifton. Et entre les deux, pouf. On a le sentiment que ce type-là partait au boulot. Il avait des besoins financiers, il allait au boulot, il agressait des personnes âgées, il récupérait de l'argent, il avait de l'argent, il gaspillait. Il trouvait beaucoup d'argent, on avait une rémission dans les homicides volontaires. Il était à court d'argent, il avait épuisé le magot qu'il s'était fait, il repartait au boulot. Insensible, mais pas provoquant pour un rond, hein. Mais bon, on a l'impression de quelqu'un qui est sur une autre planète. La garde à vue s'achève après 43 heures d'audition. Paulin a avoué 20 meurtres et une tentative, mais il nie certaines agressions parfois contre toute évidence et on ne comprend pas pourquoi. Et si Paulin avait tué beaucoup plus de vieilles dames encore? Il y en a bien plus que ça. Mais bon, faute d'éléments matériels, on ne pourra pas en avoir la certitude. Mais à mon avis, les victimes, elles tournent autour d'une trentaine. Mais officiellement, il y en aura 20 plus une tentative. Quand il va tuer, il dit à ses amis « je vais à la banque ». Il y a un côté cynique quand même. Mais il y a un côté tout à fait cynique et un côté pervers et anomique que nous avons souligné et qui résulte du fait que c'est un personnage hors du commun qui pose interrogation. Lorsqu'il l'a tué, vous semble-t-il qu'il est le début d'un regret dans les minutes qui suivent? Absolument pas, absolument pas. C'est ce qu'il définit également, ce passage à l'acte, c'est cette absence totale de remords, de remise en question, et il accomplit un acte semi-automatisé, mécanique, et qui, chez lui, n'évoque aucun sentiment. Est-ce que c'est un tueur en série, Thierry Paulin? Non. Pour nous, un tueur en série est quelqu'un qui commet des actes dont la symbolique profonde
est sexuelle, même si elle n'est pas exprimée par des violences sexuelles à proprement dit. Mais elles existent dans la majorité des cas. Il ne viole jamais ses victimes? Non, il ne viole pas ses victimes. Il prend des trophées, comme des bijoux ou des choses appartenant aux victimes, mais le plus souvent dans un but utilitaire. Pour les revendre? Pour les revendre, tout simplement. Donc, parce qu'il n'y a pas de référence sexuelle, c'est pas un tueur en série? Oui, c'est un tueur multiple, mais pas un tueur serial killer. Quelques mois après son incarcération, l'état de santé de Thierry Paulin se dégrade. Ce sont les premiers signes du sida. Début 89, son état empire brutalement. Thierry Paulin est transféré dans le coma à l'hôpital Claude Bernard. Et dans la nuit du dimanche au lundi 17 avril 89, Thierry Paulin meurt, seul, à l'hôpital de la prison de Fresnes. Il part avec ses secrets, avec son énigme. Vous vous souvenez de votre dernière rencontre avec Paulin? Oui, la dernière rencontre avec Paulin, on sent que c'est un personnage qui a perdu de sa superbe. Et ça, au fil et à mesure que sa décoloration s'estompe. C'est un petit peu comme le portrait de Dorian Gray. Et alors, il redevient ce petit truand miteux qu'il avait réussi à gommer par sa teinture blonde. Oui, et ce n'est plus ce personnage fascinant de la nuit qu'il a été. Et alors en quelques semaines, il va perdre le sens des réalités, il va avoir des atteintes neurologiques graves de type hémiplégie, des paralysies de nerfs crâniens. Et effectivement, le processus va flamber très rapidement, alors qu'il avait absolument toutes ses facultés intellectuelles quand nous l'avions examiné lors des premières séances. Eh bien, ça va être en quelques jours une rupture vis-à-vis de la réalité, et il va sombrer et mourir dans une déchéance totale. Ah oui, il est parti avec son secret. Le seul qui pourrait nous apporter quelques éléments sur une partie de son secret, et on comprend très bien qu'il ne veuille pas ou qu'il ne puisse pas en parler, c'est Jean-Thierry Mathurin. Mais Mathurin ne parle pas, ou alors seulement pour diaboliser son ancien compagnon. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout décidé. Mathurin, lui, n'échappera pas à la cour d'assises. Il comparaît à Paris en décembre 91 pour 7 meurtres et une tentative. Personne n'est dupe. C'est bien un comparse qui est jugé. Je voulais bien sûr une peine de sûreté, mais je voulais qu'elle ne soit pas de 30 ans. Parce que j'avais dans la tête ce que j'aurais requis si Paulin était présent, et je voulais qu'au moins sur ce plan, implicitement, on fasse une différence, si j'ose dire, au bénéfice de Mathurin. C'est ce qui a été fait, puisqu'il a été condamné, non pas à 30 ans de sûreté, mais à 18 ans de sûreté. Faire la part des choses. Le projet est partagé par Olivia Kligman, jeune avocate de famille de victimes, qui plaidait pour la seconde fois de sa carrière aux assises. Quelquefois, je crois que dans la vie, il y a des rencontres qui créent l'événement et qui font qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue. Et c'est pour ça que moi, en tant que jeune avocate à l'époque, ben oui, j'ose le dire, j'ai eu de la compassion pour Mathurin parce que je me suis dit à l'époque que sans Paulin, peut-être qu'il ne se serait rien passé. Le procès de Jean-Thierry Mathurin a duré 4 jours. Et ce qui marque, c'est le silence et l'absence des familles de victimes. Seules 3 d'entre elles se sont portées partie civile, comme si ce procès était aussi celui de la solitude des personnes âgées. Il y a un exemple aussi de chose qui m'a particulièrement surprise à l'époque quand j'étais une jeune avocate, c'est que lorsqu'on est partie civile, on demande réparation, vous savez, on demande une indemnité. Et moi, je ne savais pas grand-chose à cette époque-là de ce que valait la mort d'une vieille dame. Savez-vous ce que vaut la mort d'une vieille dame? 80 000 francs. Voilà, une vieille dame, ça vaut 80 000 francs.
Thierry Paulin a emporté avec lui le secret de sa double personnalité. Quoi qu'il en soit pour l'histoire, puisqu'il n'a pas été jugé et qu'il n'a donc pas été condamné, il est innocent. En droit, Thierry Paulin n'est pas le tueur de vieilles dames.